Les informations contenues dans ces boîtes sont sensibles. Nous sommes dans les archives du Parti communiste de Sverdlovsk, dans l'Oural, où Yeltsin a vécu pendant 54 ans. Ici, la vie de Yeltsin n'a pas de secret. Tout ce qu'il a écrit depuis qu'il est membre du parti, sa correspondance avec le Kremlin, tout est soigneusement répertorié, à commencer bien sûr par ses premiers mensonges. Nous sommes alors en 1960. Yeltsin est candidat au parti. Son parrain s'appelle Vinogradov. Il demande à Yeltsin de rédiger son autobiographie. Dans l'autobiographie, il ne fallait rien cacher de sa vie. C'était ça l'important. Et il y a beaucoup de choses que je sais aujourd'hui. Par exemple, que Yeltsin était petit-fils de Koulak et qu'il dissimulait certains épisodes de sa vie que nous ne connaissions pas à l'époque. Cacher qu'il appartient à une famille de Koulaks, de paysans riches, donc d'ennemis du peuple. C'est ainsi que Yeltsin commence sa vie de parti. Un petit village de l'Oural. Ici, au début des années 30, la révolution n'a pas encore bouleversé la vie. C'est dans ce monde que naît Yeltsin, quand d'un coup tout change. La collectivisation des terres gagne le village. C'est le signal de la curée contre les Koulaks. Avec son moulin, le grand-père de Yeltsin est considéré comme un paysan riche. Il est déporté. Les biens de la famille sont confisqués et versés au kolkhoz. Yeltsin a trahi le parti avec son autobiographie. S'il avait écrit qu'il était petit-fils de Koulak et tout le reste, je ne l'aurais jamais parrainé, il n'aurait jamais pu entrer au parti. Nous n'aurions même pas pris la peine d'examiner sa candidature. L'enfance, dans une petite ville de l'Oural, puis l'admission à l'Institut Polytechnique de Sverdlovsk, après avoir caché là encore sa mauvaise origine sociale. En 1955, Yeltsin devient ingénieur. Il sera constructeur comme son père. Mais avant de diriger les hommes, Yeltsin sera tour à tour maçon, peintre ou charpentier, 12 métiers en tout qu'il passe en revue une année durant. C'est sous Khrouchtchev que le vrai travail commence pour Yeltsin, avec la construction des premiers immeubles préfabriqués. C'est là d'emblée qu'il se fait remarquer par le parti. Il a alors 30 ans, un âge canonique pour qui veut faire carrière dans le parti, ce qui n'est pas son cas. Quand notre projet d'immeuble en panneaux de béton préfabriqués a démarré, on s'est demandé qui nommer ingénieur en chef. On a pensé à Yeltsin, mais il y avait un problème. Il n'était pas membre du parti. Alors on a demandé à un camarade de préparer Yeltsin à présenter sa candidature. 1960, Khrouchtchev a succédé à Staline et l'ambiance dans le pays a changé. Suffisamment pour donner à la rue un air de liberté, pas assez pour bouleverser les règles d'adhésion au parti. Trois noms parrainent la candidature de Yeltsin dans le parti, mais d'emblée, son comportement pose problème. L'un des parrains, Sitnikov, écrit « Yeltsin est trop sévère et trop grossier pour son âge ». Après une période d'essai d'1 an, les trois parrains font le bilan. Vinogradov écrit à son tour « Yeltsin est parfois grossier, il rudoie les ouvriers. Il faut qu'il en tienne compte et que cela ne se reproduise jamais ». Le responsable de la construction au sein du parti court vers mon bureau et crie « Yeltsin et Sitnikov sont encore en train de se disputer. Ils sont prêts à se battre. Venez vite les séparer. » En tant que secrétaire du parti, j'intervenais souvent dans leurs conflits. La question du licenciement de Yeltsin s'est même posée à plusieurs reprises.
Mais nous, au comité du parti, nous étions contre. Nous pensions que Yeltsin était un jeune ingénieur plein d'avenir. L'affaire a pris de telles proportions qu'on s'est plaint de moi au comité départemental. Mais ils m'ont donné raison et l'affaire est remontée jusqu'au sommet. Malgré son adhésion tardive, les réserves des parrains et les coups de gueule, Yeltsin vient de s'ouvrir l'horizon. Il est nommé directeur du combinat le plus important de la région, le combinat du bâtiment. À l'époque, la ville est en pleine expansion. Pour faire face, il faut bousculer les vieilles habitudes et motiver les troupes. L'expérience acquise sur les chantiers ainsi que son dynamisme font merveille. Les défauts d'Yeltsin deviennent de précieuses qualités. Il peut demander beaucoup aux hommes. Quand Yeltsin travaillait au combinat du bâtiment, de nombreux records ont été battus. Par exemple, la construction d'un immeuble de 8 étages, avec 4 entrées, en 75 jours, finition comprise. Yeltsin est vite remarqué par cet homme important qu'il croise sur les chantiers. C'est Ryabov, premier secrétaire du parti de Sverdlovsk. Une sorte de gouverneur, de proconsul, chargé d'appliquer dans la deuxième région de Russie la politique définie à Moscou. Le parti contrôle tout. Il gère la production et choisit les cadres. Aussi, quand Ryabov cherche un patron de la construction pour sa région, il veut un manager capable de gérer une immense entreprise. Il pense à Yeltsin. Les camarades, les siens et les miens, me demandent alors, est-ce que vous connaissez ses défauts? Je réponds, non, dites-moi. C'est quelqu'un d'ambitieux, un carriériste, quelqu'un qui, comme on dit chez nous, serait prêt à piétiner n'importe qui pour atteindre son but. Et alors, je leur dis, je ne l'engage pas pour un travail idéologique, mais pour un travail industriel. Ce n'est pas lui qui sera mon supérieur, mais moi qui serai le sien. Yeltsin s'inquiète tout de suite de la dimension politique de son poste. Une réserve vite balayée par Ryabov qui lui apprend d'emblée la règle du jeu. À toi Boris la gestion, à moi la politique. Et puis maintenant que Yeltsin est permanent du parti, il a des obligations. Alors, Ryabov lui inculque les bonnes manières, il l'habille, surveille ses discours. Il lui apprend même à sourire. Yeltsin fait modestement ses gammes aux côtés de son protecteur. Puis vient le temps des rencontres informelles entre couples où se tissent des liens plus solides. C'est ainsi que Yeltsin change. Il devient numéro 3 du parti de la région. Il découvre le compromis, l'esprit de famille en politique. Alors, quand la question de la succession de Ryabov à la tête du parti de la région se pose, Ryabov élimine Korovine, le successeur désigné, et pousse Yeltsin. Nous sommes en 1976 et Ryabov vient d'être appelé à Moscou par Brejnev. Brejnev me dit, pourquoi pas Korovine? Je réponds, Korovine manque de ténacité, de volonté comparé à Yeltsin. Yeltsin, lui, il a de l'autorité. Je voulais que l'homme qui me succède soit capable de prendre la région en main. Nouvelle autobiographie pour Yeltsin, et toujours rien sur les origines. Cette fois-ci pourtant c'est du très sérieux. En devenant premier secrétaire du parti de Sverdlovsk, Yeltsin intègre le clan des hommes qui comptent dans le pays. Sauf que lui, à l'inverse des autres, a fait une autre carrière que dans le parti. C'est un homme de terrain, égaré dans la nomenclatura. Les premières images montrent d'ailleurs un leader qui se cherche, maladroit, manifestement pas à sa place. Ce qu'il découvre en arrivant, c'est vrai, n'est pas très rassurant. Il y a ces lettres d'habitants qui se plaignent des conditions de logement. Et puis il y a aussi ces courriers signés de sa main et adressés à Moscou.
À l'attention du président du Conseil des ministres, confidentiel. On trouve de la viande seulement au moment des fêtes, en petite quantité, et il faut faire la queue très longtemps. Face à une situation qui se dégrade, Yeltsin réagit le doigt sur la couture du pantalon. Quand les hommes de Brejnev le somment de raser la maison Ipatiev où la famille impériale a été exécutée en 1918, Yeltsin obéit sans hésiter. Pour le reste, il réagit comme un homme d'appareil. Lettre à l'attention du camarade Andropov, chef du KGB. Dans les entreprises, on a trouvé des tracts anti-soviétiques et noté des comportements nationalistes. 14 agents, ça ne suffit pas. Plus d'agents permettra de faire mieux. Le même jour, Yeltsin écrit pour demander plus de miliciens, pour multiplier les patrouilles dans les rues de la ville. Bien sûr, on peut imaginer qu'il essayait de lutter contre la criminalité. Mais demander le même jour le renforcement du KGB et de la milice dénote, d'après moi, un certain état de panique. Сегодня получено приветствие генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева участникам строительства Белоярской атомной станции. Эта выдающаяся трудовая победа открывает еще одну яркую страницу в истории отечественной атомной энергетики. Свидетельствует о том, что наша социалистическая родина по праву занимает передовые научные и технические позиции в использовании энергии мирного атома на благо человечества. C'était un dirigeant du parti extraordinaire et très vif d'esprit. Très vite, dans les ministères, tout le monde avait compris que si Yeltsin venait demander de l'argent pour sa région, il valait mieux céder. Sinon, il remonterait jusqu'au sommet pour arriver à ses fins. C'était un pur produit du système administratif. Il rusait, faisait pression, insistait, tout en développant l'agriculture, en améliorant l'approvisionnement, en se battant pour les salaires. Il travaillait avec acharnement pour les gens. Yeltsin passe à l'acte. C'est sa grande différence avec les bureaucrates du parti. Le métro n'est pas prévu par le plan, il arrache les financements auprès de Brejnev lui-même. Trop vétustes, les baraquements provisoires hérités de la guerre, Yeltsin les remplace par des logements en dur. Impossible d'avoir des casseroles, Yeltsin oblige les entreprises d'armement à en fabriquer. Pas d'argent pour financer une route importante pour la région, Yeltsin répartit la tâche entre les entreprises, tronçon par tronçon de 10 km. Mis bout à bout, ça fait une route. Notre usine était grande. Il y avait 2500 ouvriers, mais nous n'avions pas de club. Nous nous réunissions dans un vieux bâtiment en bois. On a demandé à plusieurs reprises à Moscou de financer la construction d'un bâtiment moderne, mais il ne bougeait pas. Alors Yeltsin a pris la décision de raser le vieux bâtiment au bulldozer et de construire un bâtiment neuf avec le budget destiné aux travaux de l'usine. Ce n'était pas légal, il aurait pu perdre sa place. Il était assez audacieux. S'il sentait que c'était indispensable pour le collectif, pour l'usine, il prenait ce genre de risque. Mais il arrivait toujours à éviter les sanctions. Malgré les risques, Yeltsin ne renonce pas. Il joue même avec le feu. 2 documents témoignent du chemin parcouru par Yeltsin depuis qu'il est premier secrétaire. En 1979, il écrit poliment à Moscou de bien vouloir réduire les obligations prévues par le plan. 3 ans plus tard, il ne quémande plus cette fois, il dénonce.
c'est l'habitude de fixer les plans sans tenir compte de la réalité qui est la cause de tous les problèmes. Et plus loin il exige, je vous demande de fixer le plan de façon réaliste. En attendant, Jelcin se creuse la tête. Il imagine des recettes de plus en plus audacieuses. Il fait de sa région son domaine, une sorte de laboratoire pour idées nouvelles. Années 60, après le 20e congrès, c'est le temps du dégel. Khrouchtchev a besoin de bras pour développer les campagnes. Il crée alors les brigades de construction, une organisation de jeunes étudiants. Pas de politique, des travaux d'intérêt public, bref, la fièvre des pionniers du Nouveau Monde. 20 ans plus tard, le mythe perdure. Et quand en 81, Jelcin manque de main-d'œuvre qualifiée pour construire des logements, il réveille la flamme. Aux anciens étudiants, il promet le logement s'ils le construisent de leurs propres mains. D'un point de vue technique, c'était une excellente décision. Mais politiquement, ça contrariait une des conceptions du pouvoir soviétique. Le système visait à isoler les gens les uns des autres. Interdiction de se réunir, d'échanger des idées, d'avoir une quelconque activité de groupe en dehors du parti. Et voilà que d'un coup, on réunit des gens qui se ressemblent sans aucun contrôle du parti. Les immeubles, une fois construits, les voisins se mettent à discuter dans les escaliers, dans les cuisines et comme partout à refaire le monde. Jelcin, sans le savoir, vient de briser un tabou, d'autant plus important que les nouveaux locataires ont le même parcours. Ils viennent tous de l'université. Dans cet univers cadenassé, c'est comme le début d'une opposition organisée. Rapprocher les campagnes de la ville, c'est l'un des objectifs du début des années 80. Il donnera naissance au village modèle. Ceci n'est pas un village suisse. C'est le résultat d'une autre initiative de Jelcin. Elle bouscule elle aussi l'ordre des choses. Alors que la politique de logement manque de crédit, Jelcin détourne une partie des fonds attribués à la construction des cités dortoirs pour produire du rêve. Résultat, ce village offert aux paysans du coin. Comment expliquer cet immobilisme dans la société russe? C'est simple. Avant, les gens pensaient qu'il n'y avait qu'une façon de vivre. Vivre comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Et puis soudain, dans la rue d'à côté, on voit surgir des maisons avec le confort de la ville. On voit des gens qui vivent de manière différente, moderne. Alors on se dit, si les autres vivent ainsi, pourquoi moi dois-je continuer à vivre aussi mal? Pour Jelcin, le résultat était tout aussi surprenant. Mais il comprenait peut-être mieux que les autres le caractère utopique de ses projets. Par des décisions techniques d'une grande justesse, Jelcin détruisait le modèle du socialisme. L'inconsistance du socialisme devenait de plus en plus évidente. Sverdlovsk, 1981. 4 ans avant la perestroïka de Gorbatchev. Une grande première en Russie. Sur ces petits papiers qui circulent de main en main, les questions de la salle, communiquées à Jelcin. Ici, pas de censure. Questions du public et réponses, du tac au tac, sans notes et sans filet. L'événement est d'autant plus considérable que pour la première fois, la télévision de la région diffuse la rencontre. В последнее время в магазинах города стали появляться остродефицитные товары и продукты. Нельзя ли сделать так, чтобы эти появления носили регулярный характер? О питании студентов. К вам обращаются студенты Синха. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Пища готовится некачественно, неаппетитно. Выбора в блюдах нет. Постоянные очереди. Обслуживают медленно. Порой одинаковые обеды. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой, Синхе. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера уже в 11 часу ночи все-таки предупредил товарищей.
То, что здесь написано, и близко ничего нет. Тараканов нет, смотрели, ходили, мух нет. Выпечки вот так горой навален, даже горячее потрогаешь. Соки, чай, огурцы, помидоры. Первых блюд 3. Вторых блюд 3, в том числе такие, как беф строганое. Как реликвию меню взял специально, на память. А я не буду показывать, среди вас здесь сидит начальник областного управления общественного питания товарищ Пятыгин Борис Степанович. 5 heures de dialogue, inouï pour l'époque. Pensable seulement parce que Sverdlovsk n'est pas Moscou. Moscou 1983. Andropov, le chef du KGB, succède à Brejnev. À Sverdlovsk, Yeltsin observe. Ce qui se passe dans la capitale ne le concerne pas, il est déjà en rupture. Et puis, Moscou, c'est tellement loin. À peine nommé, Andropov meurt. Tchernenko lui succède et meurt lui aussi un an plus tard. Gorbatchev est nommé à son tour. On parle de perestroïka. Tout change dans le pays. Quand les réformateurs ont commencé à former des équipes, à chercher des gens de confiance, moi j'avais des doutes, pour être honnête, concernant Yeltsin. Alors je me suis confié à Ryzhkov. Et devinez ce qu'il m'a répondu. Vous voulez faire venir Yeltsin ici à Moscou? Je lui dis oui, c'est ce que j'avais prévu. Alors il m'a lancé, vous allez vous attirer des ennuis. En fait, Ryzhkov avait raison. C'est à ce moment-là que Ligatchev est intervenu et m'a dit en aparté, Ryzhkov doit avoir une dent contre Yeltsin. Permettez-moi d'aller voir Yeltsin. Une semaine plus tard, il me téléphone de Sverdlovsk. Yeltsin, c'est l'homme qu'il nous faut. 2 fois déjà, le parti a demandé à Yeltsin de venir à Moscou et 2 fois Yeltsin a dit non. Mais cette fois, c'est oui ou l'exclusion. Alors, entre Yeltsin et le Kremlin, ce n'est pas tout de suite le grand amour. Il vient de troquer une région où il était le maître pour la capitale où il n'est qu'un pion. Mais après quelques mois d'essai, Gorbatchev le nomme à la tête du parti de Moscou. Alors, Yeltsin fait ce qu'il sait faire et applique à Moscou ce qu'il a appris à Sverdlovsk. On a eu le sentiment qu'il était différent de tous ceux qui avaient occupé ce poste avant lui. Il affichait sa personnalité sans complexe, avec ses visites dans les magasins, ses déplacements dans les transports en commun, ses rencontres avec les moscovites. Tout cela était nouveau en Union soviétique. Et on peut dire que tout cela est venu avec Yeltsin. Très vite, Gorbatchev comprend que Yeltsin est un allié de choix dans la bataille qui l'oppose à la vieille garde. Bien sûr, comme à Sverdlovsk, Yeltsin bouscule les cadres. Mais Gorbatchev ne s'en inquiète pas encore. En février 86, il cautionne même sa candidature au bureau politique. Mais Yeltsin ne rentre pas dans le rang. Il profite de cette légitimité nouvelle. Lors du 27e congrès, il interpelle les cadres, lui qui n'est rien encore, avec l'autorité d'un leader de rupture. Вполне правомерно спады в темпах экономического развития страны в течение последних 5-леток связать с руководством партии и государства. Ошибки отдельных лиц слишком дорого обходятся стране, авторитету партии и социализму в мире. Поэтому, мое мнение,
Там, где благо руководителям всех уровней не оправданы, их надо отменить. Malgré la charge, Gorbatchev confirme le choix, fait avant le 27e congrès. En juin 86, il nomme Yeltsin membre suppléant du bureau politique. Je comptais sur Yeltsin pour être plus à gauche que moi. Ce n'était pas normal qu'au bureau politique, moi, le secrétaire général, je me retrouve le plus à gauche de tous. J'avais donc besoin d'un appui sur ma gauche. C'était un rôle très important. Seulement voilà, Yeltsin ne reste jamais longtemps dans les limites du rôle qu'on lui attribue. Il cogne sur les privilégiés du parti. Conséquence, des ennemis de plus en plus nombreux chez les conservateurs et le désamour des anciens amis. Ligachev lui-même, l'ami venu le chercher à Sverdlovsk, commence à trouver que Yeltsin en fait trop. Я считаю, настолько комсомол оброс бюрократическим мохом, паутиной, штампованные фразы, прочее, инструкции, бумаги. Можете себе представить, на одном ЗИЛе 6 инициатив в этом году. Они столько ударных недель инициативных объявили, что их больше, чем вообще в году недель существует. Вот где настоящий, понимаешь, махровый бюрократизм в комсомольской работе. À Moscou, il s'est tout de suite attelé à la tâche, mais j'ai vite senti qu'il manquait de préparation, de clairvoyance, d'expérience. Il a de la force de caractère, mais son style, c'est de faire pression, de virer les gens à tour de bras, de les punir. C'est un destructeur, pas un constructeur. Les désaccords qu'exprimait Yeltsin n'avaient pas de caractère, disons, doctrinal. Il s'agissait plutôt de dissensions d'ordre psychologique, mais en aucun cas d'une opposition politique. Yeltsin était un homme de la nomenclatura, un authentique soviétique, un véritable homme de parti. Et ça démoralisait Ligachev et Gorbatchev. Il ne pouvait pas soupçonner qu'un homme comme lui, un homme si simple, puisse d'un coup sortir du rang. Pour eux, c'était complètement inattendu. Passé l'effet de surprise, les conservateurs s'organisent et harcèlent Yeltsin. Yeltsin parle même de complot. Moscou n'est pas Sverdlovsk, une ville provinciale, c'est une ville imprégnée d'idéologie qui applique la loi du clan. Gorbatchev lui-même prend ses distances. Yeltsin se retrouve alors seul. Il rejoint les amis de jeunesse, il retourne aux sources pour faire le point. Mais comme c'est un homme de terrain, de principe, pas encore un homme de pouvoir, il ne se bat pas et renonce du même coup à un grand destin. À ce moment-là, il a dit « Le pays va dans le mur ». C'était ses propres mots. Il a ajouté « Je n'en peux plus, je donne ma démission du bureau politique. Je continuerai seulement à m'occuper du parti de Moscou. » Dans son esprit, cela voulait dire faire de la gestion et plus d'idéologie. Et si le parti rejette ma demande, ce sont toujours ces mots, eh bien je retournerai travailler sur les chantiers. Il a même ajouté « s'ils veulent bien de moi ». Je lui ai répondu « tu sais, ils ne t'accueilleront nulle part ». Eh bien dans ce cas, on retournera à Sverdlovsk. À ce moment-là, je me souviens avoir eu cette phrase « À Sverdlovsk aussi, ils auront peur de nous ». Quand Yeltsin se rend ici pour un plénum du parti en octobre 87, Gorbatchev n'a toujours pas répondu à sa lettre de démission. Alors Yeltsin s'emporte. Il déplore le piétinement de la perestroïka et s'attaque pour la première fois à Gorbatchev, au culte de la personnalité qui s'organise autour de lui. Je constate avec inquiétude, lance Yeltsin, une tendance de certains membres du bureau politique à flatter le secrétaire général. C'est inadmissible.
C'en est trop pour Gorbatchev, qui pousse les amis d'Yeltsin à faire son procès, à commencer par son parrain de Sverdlovsk. Je leur ai dit, j'observe Yeltsin et je n'en crois pas mes yeux. À Sverdlovsk, je savais comment il se comportait. Tant que j'étais secrétaire du comité central, je le contrôlais. Mais après mon départ, il a commencé à prendre des libertés, à agresser les cadres. Et là, à Moscou, il était en train de refaire la même chose. Au plénum, ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il disait, mais le ton sur lequel il le disait. Sa manière d'affirmer avec aplomb « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait au bureau politique », avec la façon dont on le fait. C'était quelque chose de complètement inédit. Il était clair, après ça, qu'il y aurait forcément une explosion. 7 novembre 87. Yeltsin assiste au défilé, mais pour la forme. Le bureau politique, qui ignore sa présence ce jour-là, a scellé son sort en qualifiant sa dernière intervention d'erreur politique. L'explosion aura lieu, un peu plus tard. Mais à peine le défilé terminé, Yeltsin tombe gravement malade du cœur. Il est hospitalisé. J'étais avec lui à l'hôpital à ce moment-là. Il pouvait à peine aligner un mot derrière l'autre. C'est alors que Gorbatchev a téléphoné pour le convoquer au plénum. J'ai dit à Boris, « Si tu veux y aller, il faudra que tu me passes sur le corps. » Les médecins gavent Yeltsin de tranquillisants et l'emmènent. Seuls les initiés qui lisent ces extraits dans la Pravda pourront savoir ce qui se passe à huis clos. Un véritable procès politique, des témoins tous à charge et des mots définitifs, irresponsables, immoraux, ambitieux, coup de traître porté dans le dos du parti. Affaibli par les tranquillisants, Yeltsin se donne lui-même le coup de grâce. « Je suis très coupable envers le parti, dit-il, et envers Gorbatchev. » Il est quasiment revenu sur une civière. C'est difficile pour moi de parler de tout ça. À ce moment-là, je n'ai dit qu'une chose. Dites à Gorbatchev et à tous les autres que ce qu'ils ont fait, c'est criminel. Ils peuvent bien m'exiler si ça leur chante. Je n'étais pas pour éliminer Yeltsin. Sinon, nous l'aurions nommé ambassadeur dans une république bananière. Et il sera encore en train de bronzer. On l'a même nommé ministre, alors qu'il m'avait demandé de le laisser partir à la retraite. J'ai répondu, « Tu n'as qu'un mois de plus que moi, donc si tu pars à la retraite, je serai obligé d'en faire autant. C'est trop tôt pour nous, au boulot. » Gorbatchev lui octroie la vice-présidence du comité pour la construction. Autant dire rien. Yeltsin est hors circuit, interdit de communiquer avec la presse. C'est un homme profondément humilié qui se retrouve parmi les siens. Cette violence qu'il vient de subir va peser. Elle alimentera plus tard sa volonté d'en découdre avec Gorbatchev. Pour Yeltsin, c'est maintenant la traversée du désert. Elle va durer 8 mois. Seul quelqu'un de très fort peut encaisser tout ça. Bien sûr, la famille l'a énormément soutenu. Mais si on n'est pas soi-même suffisamment solide, personne ne peut vous aider. Vous savez, c'est un homme merveilleux. Des comme lui, il n'y en a pas. Heureusement, il y a les amis de Sverdlovsk. Ce sont eux qui vont permettre à Yeltsin de revenir dans le jeu. Ils exigent de Moscou que Yeltsin puisse faire campagne pour se faire élire à la prochaine conférence du parti. Moscou accepte, mais à reculons, et l'envoie en Carélie où il n'a a priori aucune chance. Mais le jour J, contre toute attente, Yeltsin répond présent, après avoir trouvé les voies nécessaires pour être là. Il veut prendre sa revanche sur ce bureau politique qui l'a humilié 8 mois plus tôt. Ses anciens procureurs peuvent se faire du souci.
Yeltsin attaque, comme d'habitude, mais cette fois il prend le peuple à témoin. Pour la première fois, en effet, la télévision transmet les débats du parti. Et des millions de soviétiques ahuris découvrent ses idées, la façon dont les dirigeants le traitent. Товарищи делегаты, щепетильный вопрос. Я хотел обратиться только по вопросу политической реабилитации меня лично после Октябрьского пленума ЦК. И если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все. Я думаю, давайте мы с дела Ельцина снимем тайну. Пусть все, что считает Борис Николаевич сказать, скажет. А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич. Товарищи делегаты, и в выступлениях на конференции, и в моем выступлении полностью нашли отражение вопросы, высказанные мною на Октябрьском пленуме ЦК. Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить решение пленума по этому вопросу. Если сочтете возможным отменить, тем самым реабилитируйте меня в глазах коммунистов. Yeltsin ne sera pas réhabilité. Mais grâce à la télévision, c'est une défaite qui vaut une victoire. Yeltsin devient une victime. À partir de ce moment-là, Yeltsin devient quelqu'un qu'on offense. Avant, on limogeait les gens. Les gens disparaissaient même. Mais ça se passait en secret. La société ne se sentait pas concernée. Elle ne pouvait pas éprouver de compassion. Mais d'un coup, la porte s'ouvre et un homme sort du lot. Un homme qui a le courage de dire aux dirigeants « Je ne suis pas d'accord avec vous ». Et même « Je ne suis pas des vôtres ». C'est suffisant pour que cet homme devienne un héros populaire, pour que la majorité des soviétiques le considèrent comme un des siens. Как бы встала, и бюрократический аппарат в особенности встал над народом, затоптал чувство собственного достоинства человека. Надо его возродить. Yeltsin retrouve de vraies raisons de faire de la politique. Il prend goût à l'ivresse des foules. Il invente un nouveau langage, simple, direct, complice. Il y a comme une histoire d'amour qui naît alors entre les Russes et lui. Du populisme, oui, sans doute. Mais dans une société antidémocratique comme l'était la société soviétique, c'est un vrai souffle de liberté qui fait prendre un coup de vieux au parti. En février 89, les premières élections démocratiques traduisent d'ailleurs ce phénomène. Yeltsin est élu à Moscou avec 80% des voix. Pour les démocrates, l'ouverture du premier congrès des députés du peuple est un choc. À la tribune, pas de Yeltsin, ce sont les mêmes que l'on retrouve. Gorbatchev a bien permis à quelques candidats libres de se présenter devant le peuple. Mais très vite, le naturel a repris le dessus. Il a fallu qu'un député se désiste pour que Yeltsin siège parmi les 542 membres du Soviet suprême. Pour Yeltsin, c'est néanmoins l'occasion de découvrir qu'il n'est plus seul. Так вот, уважаемое агрессивно-послушное большинство, и вы, Михаил Сергеевич, внимательно прислушивающийся, то ли внимательно прислушивающийся к этому большинству, то ли умело на него воздействующий. Afanassiev, mais aussi Sakharov, le vieux dissident de Gorki, sortent de leur réserve pour monter au front.
Да-да, я только прошу, я вижу, и когда я даю слово, тогда брать. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, пожалуйста. Sakharov demande la suppression de l'article 6 de la Constitution sur le rôle de guide du parti. C'est le premier coup de canif dans le sacro-saint principe du parti unique. En coulisses, les démocrates approuvent. Ils se rassemblent et se baptisent groupe interrégional. D'un côté, les intellectuels issus de la société. De l'autre, des communistes en rupture, comme Popov ou comme Yeltsin. Yeltsin était un peu à l'écart, comme s'il venait d'un autre monde. Ce n'était pas avec lui qu'on faisait notre cuisine politique. Il n'était pas présent dans ces moments-là. Ni Popov, ni moi, ni Sakharov n'avions de contact quotidien avec lui. On me demande comment il se comportait avec nous, avec tous ces académiciens, ces gens indépendants. Comment était-il alors qu'il n'y avait pas de discipline de parti et qu'il n'était plus dans son rôle habituel de chef? Eh bien, il était tranquille, obéissant, songeur parfois, et visiblement curieux de tout, avide de découvrir des choses qu'il n'avait jamais abordées, comprises ou ressenties auparavant. Au contact des libéraux, Yeltsin fait l'apprentissage de l'humilité. Il lit les notes que lui transmet Bourboulis sur les subtilités de la démocratie et intervient très peu sur le fond. A l'inverse, Yeltsin leur apporte une expérience du système qu'ils n'ont pas, une proximité exceptionnelle avec les gens de la rue et une intuition politique hors norme. Yeltsin ne lisait pas du tout. Rien. Ni sur l'histoire, ni sur la philosophie, ni sur l'éthique, ni sur la morale. Il était presque inculte. Il s'est formé par lui-même. Ses qualités ne sont pas le fruit d'une réflexion, mais d'une grande sensibilité sur laquelle est venu se greffer un sens politique hors du commun. C'était en 1988 ou 89, je ne me souviens plus, au cours d'une intervention dans une école supérieure du Komsomol. Quand j'ai su qu'il avait parlé du multipartisme, ça a été un choc pour moi. Je connaissais bien le système et j'étais terrifiée. Je ne savais pas comment tout ça allait se terminer. Quand il est rentré, je lui ai dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Il a répondu « Nous nous rapprochons de la liberté. Si on n'accélère pas le processus, nous n'y arriverons jamais. » Et il avait raison. Le chemin parcouru par Yeltsin pour en arriver là est autrement plus périlleux que celui de ses alliés. C'est le parti qu'il défie, alors que lui, c'est le parti qu'il a fait. Mais les événements lui donnent effectivement raison. Quand quelques mois plus tard, lors des obsèques de Sakharov, la foule réclame l'abrogation de l'article 6, c'est tout le système qui craque. Non seulement le monopole du parti communiste, mais aussi l'Union. De partout convergent les rapports sur la volonté séparatiste des républiques, à commencer par les pays baltes. Alors Moscou panique. Et pour reprendre la main, Gorbatchev imagine une parade. Il crée un poste qui n'existait pas auparavant, la présidence de l'Union soviétique, et se fait élire par l'appareil. En agissant ainsi, Gorbatchev vient de faire une grosse erreur. Il souligne le déclin du parti et dit clairement que le pouvoir est ailleurs. Les circonstances et l'intuition de Yeltsin font le reste. Ces circonstances, ce sont les élections au Parlement de la Fédération de Russie. Dans un premier temps, Yeltsin vient donc à Sverdlovsk. Il fait campagne pour se faire élire député de la région. À peine élu, Yeltsin peut viser la présidence du Parlement russe, à condition bien sûr de revenir sur le terrain de la politique politicienne qu'il a appris à maîtriser. De retour à Moscou, il mène alors une bataille d'appareil.
convainc un parlement conservateur et bat Gorbatchev à son propre jeu. Je considère l'élection d'Eltsine à la tête du Parlement russe en mai 90 comme l'un de ses projets politiques les plus brillants et les plus aboutis. Pour se faire élire, il fallait un vrai travail de terrain, très subtil, qui exigeait une grande finesse psychologique. C'est d'autant plus étonnant que ça ne ressemblait pas à Eltsine. Élu président du Parlement de la Fédération de Russie, Yeltsin prend de vitesse tout le monde et fait adopter une déclaration sur la souveraineté de la Russie. C'est l'indépendance, pour la République, la plus importante de l'Union. Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято. Yeltsin n'est pas encore président de la Russie, mais il vient de faire un grand pas. Dans le conflit à mort qui l'oppose depuis plusieurs mois à Gorbatchev, il vient de prendre un avantage décisif. Il se trouve à la tête d'un parlement souverain et se pose désormais en rival direct de Gorbatchev. Gorbatchev comprend qu'il assiste à la fin d'une époque, d'autant que dans la foulée, Yeltsin va très vite porter le coup de grâce. Parmi tous les événements que nous avons vécus, toutes les souffrances que nous avons endurées, les épreuves que nous avons traversées, le départ du Parti communiste a réellement été pour Eltsine la chose la plus pénible. Je vous assure que c'est vrai. Jamais je n'oublierai comme il s'est torturé, physiquement torturé, à l'idée de quitter le parti. À un certain moment, il a admis au fond de lui-même qu'il fallait en arriver là. Mais passer à l'acte a été pour lui une violence incroyable. Jusque très tard dans la nuit, la veille de son intervention, puis, dans ce long couloir théâtral qui mène à la grande salle, et sous les apostrophes haineuses des uns et les encouragements des autres, il a dû se faire violence jusqu'au dernier moment. Tout cela a été extrêmement éprouvant. Как глава высшей законодательной власти республики, я должен подчиняться воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. Oui, il partait vers une nouvelle époque. Ce dos large, laissant derrière lui cette assemblée. Il était enfermé dans ses pensées, en colère, cette assemblée derrière lui. Oui, il partait et il montait. Cette salle des congrès du Kremlin est un peu en pente. Il partait, mais il montait.
кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.